Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, on est ravis de vous retrouver pour la 11e de l'émission. Et alors autant vous dire que celle-ci, elle va être gratinée bien évidemment, puisqu'on va revenir avec nos amis Mathieu Chambenois et Cyprien Juillard, notamment sur le Grand Prix de Las Vegas. Comment ça va messieurs ? Bah écoute, ça va bien, décalé encore, c'est voilà le dernier week-end, on commence à avoir l'habitude, les petits décalages horaires, cette fois-ci c'était Vegas, mais en tout cas ça va. Écoute, ça va Michael, comme Mathieu l'a dit, on était sur un rythme encore décalé ce week-end, mais on a vécu un Grand Prix de Las Vegas assez sympa et assez surtout surprenant, mais on va revenir dessus. Et toi, comment vas-tu Michael ? Ça va ma foi très bien, ça y est, le championnat est encore plus relancé, donc je suis guiré aujourd'hui. On va parler évidemment du Grand Prix de Las Vegas remporté par Max Verstappen, et surtout de ce qui s'est passé après, parce que c'est évidemment ce qui nous a le plus intéressé. On va également revenir sur la finale de la F1 Academy, le titre de Dorian Pain. Et d'ailleurs, Mathieu, eh bien, tu nous proposeras une petite interview de Dorian. Tout à fait, elle a accepté de nous accorder un peu de temps après cette victoire, donc on va lui parler, l'interroger. Voilà, on s'est dit pourquoi finalement vous parlez de Dorian Pain, demandons-lui directement, bien sûr. On aura également Paul Louchatin, qui viendra faire un petit coucou dans l'émission, puisqu'il a signé chez Genesis Magma Racing en endurance l'an prochain. La question hebdo de cette semaine, vous allez voir qu'elle est très simple de toute façon, hein. Qui va jouer le titre à Abu Dhabi ? Vous verrez, vous aurez 4 choix. On couvre absolument tout ce qui est possible. On parlera également de MotoGP avec Luca Bartolomeo qui était aux essais de Valence, qui ont clôturé comme d'habitude la saison. Et on fera un petit peu nos pronostics aussi, bien évidemment, avant de parler des enjeux de ce week-end du Grand Prix du Qatar. Et aussi, week-end de rallye d'Arabie Saoudite, on va connaître le nom du champion du monde. Est-ce que Sébastien Ogier va remporter sa 9e couronne ? On le saura ce week-end, ce sera à suivre évidemment sur autohebdo.fr. Messieurs, je vous propose qu'on y aille, c'est parti. Le Grand Prix de Las Vegas remporté donc par Max Verstappen avec sa Red Bull devant, et oui, les deux Mercedes de George Russell et de Kimi Antonelli, parce que, messieurs, on y est, c'est la nouvelle véritablement de ce Grand Prix. On parlera de Max Verstappen après, mais avant cela, évidemment, les deux McLaren Mercedes qui ont été disqualifiés tout simplement du Grand Prix. Lando Norris qui avait terminé 2e sur le podium et Oscar Piastri qui avait terminé 4e, eh bien, leurs résultats ont tout simplement été effacés, disqualifiés. Mais mon cher Cyprien, pourquoi ? C'est quand même la question qu'on se pose. Pourquoi ? Pour une raison qu'on voit assez régulièrement, finalement, en Formule 1, c'est l'épaisseur du plancher de la voiture qui était jugée, du coup, hors des normes. Trop fine, tout simplement, puisque en fait, cette planche est en contact avec le sol. On le voit notamment dans les lignes droites à Las Vegas, ou globalement sur tous les circuits, où vous voyez ces étincelles qui sortent des voitures. En fait, c'est cette planche qui touche le sol. Et ce sont d'ailleurs des patins en titane, pour être précis d'ailleurs, qui sont faits pour faire ces étincelles-là. Exactement, sauf que du coup, ces patins ont une usure qui est normale au cours d'une course, mais là l'usure était trop importante. On parle vraiment d'un dixième de millimètre, donc c'est rien du tout. Ils servent de témoins en fait, quelque part, voilà. Donc ça permet de... Oui c'est ça, en fait donc c'est une grande planche en résine qui ressemble à du bois, mais ça n'est pas du bois, hein. C'est une planche de résine en fait qui est placée sur le fond de la voiture. Il y a 4 trous qui sont des témoins d'usure qui ont été faits, on met le titane autour pour protéger ces témoins d'usure, ça fait 10 mm au départ. Vous pouvez pas avoir cette planche qui descend en dessous de 9 mm. Et effectivement, chez McLaren, on était entre 8,90 à peu près. Ouais. Mais en attendant, la règle est la règle. La règle est la règle, puis la règle est pour le coup, c'est où vous êtes du bon côté ou vous êtes du mauvais côté. Et on a déjà vu ça plusieurs fois. Je crois que c'était au Grand Prix des États-Unis l'an dernier, il y a 2 ans, c'est ça, où Leclerc et Hamilton avaient tous les deux été disqualifiés. Début de saison aussi en Chine, même problème pour Ferrari. Donc c'est quelque chose qu'on voit malheureusement régulièrement. Là, en l'occurrence, ça touche les deux McLaren. Je vous avoue que je me suis fait la réflexion pendant la course à un moment où, en regardant Piastri, je me disais, mais cette voiture fait quand même beaucoup d'étincelles. Elle talonnait beaucoup et ça m'a un peu étonné. Notamment une scène où il dépasse, je sais plus quel pilote, et où on voit vraiment la différence d'étincelles. Cette voiture qui était vraiment collée au sol. Donc en effet, la règle est scalée. C'est une grosse erreur de McLaren. C'est une erreur qui aurait pu leur coûter cher aussi pour le titre constructeur si jamais il n'avait pas déjà été acquis. Ça, heureusement, c'est fait depuis belle lurette. Mais pour le titre pilote, en l'occurrence, ça remet beaucoup de choses en question. C'est une erreur qui est grossière, effectivement, parce qu'à ce stade-là de la saison, surtout quand c'est déjà arrivé, parce que c'est pas comme si c'était une surprise absolue, c'est déjà arrivé cette saison avec Ferrari, c'était en l'occurrence la monoplace d'Hamilton à Shanghai. Et Gasly. Et Gasly, exact, tout à fait. Ouais, pareil. Tout à fait, Leclerc c'était une question de poids, en l'occurrence, c'était différent, mais bref, tout ça pour dire que McLaren, effectivement, elle a fait une erreur, même si c'est un détail quand même très minime, dans le sens où il faut bien quand même prendre conscience qu'un dixième de millimètre, c'est absolument rien à l'échelle véritablement logique, humaine, quotidienne, si on peut dire. C'est plus fin qu'un cheveu, je te le rappelais, c'est plus fin qu'un cheveu humain quand même. C'est intéressant de le noter. Et évidemment, on pourrait se dire, oui, mais bon, il décide ça après la course. On peut regretter le fait que ce soit décidé après, ce qui fait qu'on n'a pas eu les réactions véritablement des pilotes par rapport à ça.
En même temps, il faut que la course se passe pour que l'usure se fasse. Maintenant, aussi, voilà, c'est normal. ça. Évidemment, peut-être que tous ceux qui peuvent se dire bah oui mais c'est pour entretenir le suspense, non, là en l'occurrence la règle a été vraiment respectée à la lettre. On peut effectivement critiquer la règle, ça après c'est ouvert, mais par contre il y a une règle effectivement qui doit être établie. C'est un peu comme le hors-jeu au football, au bout d'un moment on va pas non plus discuter 1000 ans sur le fait qu'il faut statuer sur quelque chose quoi. Et là en l'occurrence c'est ce qui a été statué. McLaren qui peut effectivement se mordre les doigts, puisque tu vas en parler j'imagine, mais le classement il devient très très serré. Exactement. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, en effet la règle est critiquable, je suis d'accord, mais d'un autre côté à un moment c'est noir ou blanc, il n'y a pas de place à Je l'interprétation. suis d'accord avec toi. L'exemple du hors-jeu dans le foot est très bon, c'est le hors-jeu, si vous êtes hors-jeu d'1 millimètre ou d'1 mètre, c'est pareil. Et on rappelle que, avant tout, vous dites la règle est critiquable. Moi, je suis même pas d'accord parce qu'elle est là pour des raisons de sécurité. On rappelle, elle a été introduite en 1994, cette planche, suite au début de saison malheureusement très meurtrier et au décès notamment d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger. En fait, elle a été mise pour que donc les Formule 1 avaient des fonds plats encore à cette époque, fonds plats qui étaient donc collés au sol. En rajoutant la planche, ça te rajoutait 10 mm de plus, donc les monoplaces étaient logiquement rehaussées, et donc elles perdaient en performance aérodynamique. Et ça a continué depuis, pour éviter justement qu'elles soient collées le plus possible au sol, parce que là, on a déjà beaucoup de marsouinage, imaginez sur la planche. C'est ça. Vous gagnez 10 mm encore de hauteur de caisse, là, les voitures sont vraiment collées de chez collées, mais une seule bosse, la voiture décroche d'un coup, et ça peut entraîner des énormes accidents, comme on avait à l'époque des voitures avec jupe latérale. Donc voilà, c'est aussi principalement pour la sécurité, donc à un moment donné, voilà, il faut mettre des règles à un certain endroit. McLaren s'est fait avoir, alors ils ont expliqué que c'était notamment parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'essais, parce qu'il y a eu plus de marsouillage que prévu. C'est toujours pareil, ce sont des excuses qui s'entendent. Oui, mais après c'est un sport d'hyper-précision. Voilà, et puis 9 écuries ont réussi à rester dans les normes. Bien sûr. Donc voilà, si un jour, ça peut arriver, si un jour on nous annonce qu'il y a toutes les équipes qui sont prises par la patrouille, là on peut effectivement dire, bon, il y a eu un souci, on peut tolérer les choses, mais là, c'est la seule équipe qui a été... non, faut pas crier au complot, voilà, c'est Exactement. pas, comme tu l'as dit Mathieu, c'est pas pour relancer le suspense, la règle est ce qu'elle est, Ouais. elle a toujours été dure, on l'a dit, avec Hamilton, avec Leclerc, etc. C'est quand même gênant de voir ça de la part de McLaren à ce stade de la saison, mais au final, il y en a certains que ça arrange. Exactement, pas de théorie du complot, on n'est pas là évidemment pour dire que ça resserre le championnat, mais ça le resserre énormément, puisque Max Verstappen revient à 24 points de Lando Norris. Tiens donc, c'est le même nombre de points de retard qu'avait Oscar Piastri dans le Grand Prix. Et qu'il a que toujours. du coup, il a toujours, puisqu'ils n'ont pas marqué de points. C'est chez lui McLaren. le vrai vainqueur, au final, Oui. de cette disqualification, parce que Oscar Piastri, il allait reperdre des points sur Norris. C'est ça. Ça l'arrange bien, au final. Piastri est très content parce qu'il allait quitter Las Vegas avec 30 points de retard. Finalement, il quitte avec 24. Ce qui est très bien parce que, avec 30 points de retard, ses chances de gagner le titre au Qatar étaient quasiment. Enfin, de gagner le titre, de laisser le titre en jeu au Qatar étaient quasiment nulles. Là, maintenant, il revient à moins d'une victoire de Lando Norris. Mais c'est surtout, voilà, un Max Verstappen. Quand même, on rappelle qu'à un moment de la saison, avant la trêve estivale, si je ne dis pas de bêtises, Oscar Piastri avait une centaine de points d'avance sur Max Verstappen. Oui. Ils sont désormais ex-aequo. C'est C'est-à-dire fou. que Verstappen a réduit l'écart. Malheureusement pour lui, Lando Norris a marqué suffisamment de points pour prendre ses 24 points d'avance. Mais il est clairement, et peut-être que Mathieu tu veux commencer là-dessus, mais il est clairement plus que jamais de retour dans cette lutte pour le titre. À Las Vegas, tout s'est joué au départ. J'ai bien aimé le commentaire un petit peu âpre de David Coulthard qui parlait de Lando Norris en disant qu'au départ il a essayé de jouer le jeu de Verstappen mais qu'il ne connaissait pas les règles. Il y avait un peu de ça. Il a raison. Voilà. Il a raison. Et en fait il a essayé de se montrer très agressif, de fermer la porte, mais en fait il a pas su gérer le freinage derrière. Ça montre que c'était très compliqué de faire ça d'une part, et d'autre part Verstappen en a profité et ensuite il a joué son jeu de soliste comme il a l'habitude de le faire devant, mais il a été bon pour attaquer et surtout bon pour profiter de l'opportunité. C'est surtout ça qu'on retiendra. À côté de ça, on voit que la performance est au rendez-vous pour lui permettre aussi de faire ça, parce qu'au début, je vais être très honnête, pendant la course, je pensais que Russell allait le rattraper, parce que le rythme des Mercedes au départ était très très bon. Il gérait bien les pneus en plus. Exactement, malgré tout, bon, il s'est passé quelques petites choses, notamment chez Mercedes à partir du deuxième relais, mais néanmoins, Max Verstappen a su réaccélérer quand il a vu que Russell, lui aussi, était très bon au niveau du rythme. Donc ça se voit qu'il en a encore sous le pied, ça se voit finalement en fait que la Red Bull, dans ses mains en tout cas, est de retour véritablement comme un top team, si ce n'est le top team, en tout cas devant les McLaren qui accumulent les galères. Ouais, pour revenir en plus sur le départ de Norris, moi c'est ce qui me gêne avec ce départ, c'est que on sent la fébrilité mentale qu'on pensait gommer par Norris finalement. Mais en fait, tenter ça, honnêtement, c'est ridicule. Et moi, je pense qu'il a vu les caméras embarquées, enfin en tout cas le replay du départ
l'an passé, ou il y a 2 ans, pareil, c'était, il me semble, où Verstappen part deuxième, à côté de Leclerc, et il fout Leclerc dehors. Enfin, il le fout dehors. Il le pousse, en tout cas, dans le hors-piste au premier virage, et il prend l'avantage, et après, il est pénalisé. Puis il avait dit cette fameuse phrase, envoyez mes salutations à la direction de course. Donc, je pense que Norris a eu peur de ça, donc il a tout de suite fermé la porte, mais en fait, ça témoigne aussi d'une fébrilité, parce que s'il était sûr de sa force, sûr de la domination de sa McLaren, finalement, il aurait pu laisser passer Verstappen en se disant de toute façon j'ai la meilleure voiture, je le repasserai un moment. Mais je pense que Norris a peur aujourd'hui de dépasser Verstappen et donc il préfère rester devant à tout prix. Et puis ça s'est vu que c'était calculé, ça s'est vu qu'il avait prévu de faire ça et qu'il n'y dérogerait pas quel que soit le départ. En fait. Non mais ce qui est très embêtant surtout avec ça, c'est qu'il le fait sur le mauvais cheval. Mais oui. Parce que on l'a vu, il a fini 2e, Norris, du Grand Prix. Oui. Donc on sait que s'il avait terminé 2e derrière Verstappen, il serait reparti de Vegas avec 42 points d'avance sur Max Verstappen. Il l'aurait pas officiellement écarté du jeu, mais quasiment. Il lui aurait suffi de marquer quelques points au sprint du Qatar pour que Verstappen soit quasiment entièrement éliminé. Donc, c'est bête. Et en fait, c'est terrible parce que, en faisant ça, évidemment, à ce moment-là, il ne sait pas qu'il y aura cette histoire de fond plat, fin de plancher. Mais en faisant ça, maintenant que Verstappen est revenu dans la lutte pour le titre, Verstappen sait qu'il est déjà dans la tête de Lando Norris. Puisque Norris s'est embêté à venir faire ce mouvement au départ. Donc maintenant, c'est Verstappen qui a l'avantage psychologique sur les deux McLaren, parce que Piastri, lui, il est au fond du trou de toute façon depuis Bakou. Perdu. Ouais. Donc lui, il va vraiment falloir que le Qatar soit décisif pour lui. Mais entre Norris et Verstappen a repris l'ascendant là-dessus. Alors à mon avis, il l'a jamais perdu, honnêtement, l'ascendant psychologique. Je pense juste que Norris, à un moment, avait une telle avance que... Et puis Norris est en pleine bourre, faut le dire, il était en pleine confiance, il n'a pas été battu par Piastri depuis Zandvoort. Il avait tout finalement pour gérer sa fin de saison, et il a encore d'ailleurs tout, parce qu'il a encore une avance qui est confortable. 2 manches de la fin, 24 points, ça reste... Il peut encore être champion du monde au Qatar. Oui, il faut qu'il reprenne juste 2 points à Piastri et Verstappen sur l'ensemble du week-end. Donc il a de grandes chances de l'être, on en reparlera plus tard. Mais c'est ça en fait qui me dérange un peu, c'est que je me dis, mec, t'as une avance considérable. Tu as toutes les cartes en main, et comme tu dis, contente-toi de la 2e place, apprends à gérer la fin de saison, gérer un championnat. C'est Hamilton qui le disait, c'est très drôle parce qu'Hamilton l'avait dit à Bakou en 2021 à la radio, où il dit c'est un marathon pas un sprint, et reprise de course, les freins trop chauds, tout droit au premier virage, et c'est un marathon pas un sprint. C'était un peu un sprint pour Hamilton. Norris, il faut qu'il comprenne ça, c'est pas un sprint, et là en l'occurrence c'était un peu cette façon de jeu. En fait, par exemple, si Carlos Sainz avait fait la pole position et que Carlos Sainz avait fait ce départ, j'aurais compris, parce que je me serais dit, ok, Sainz, c'est peut-être sa chance, voilà. Il veut gagner un Grand Prix, de gagner un Grand Prix. C'est normal, bien sûr. C'est normal, Sainz ou n'importe quel second couteau habituel, ça aurait été légitime. Mec, là, t'es le leader du championnat, c'est pas ça. J'irais même plus loin, Norris n'aurait pas fait ça si ça avait été Piastri 2e. Non, parce qu'il aurait su que Piastri non plus aurait peut-être pas attaqué au premier virage. Ou alors Piastri aurait fait comme au Brésil, peut-être. Et... 2 McLaren dehors, même problème. À voir comment ça va se développer, mais on en parlera tout à l'heure de la lutte pour le titre, bien évidemment. On salue encore une fois quand même les Mercedes, 2 et 3 finalement, Russell et Anthony qui fait une super remontée malgré d'ailleurs cette pénalité pour départ anticipé. Mais malheureusement, d'un côté, ça fait que pour 2 dixièmes, Ferrari rate un podium. Suite à la double disqualification, puisque Charles Leclerc avait terminé à 5 secondes 2 d'Antonelli, et donc 2 dixièmes avec la pénalité. Lewis Hamilton était remonté, lui, jusqu'au point après être parti dernier, quand même. On rappelle que c'était rare, une Ferrari qui se qualifie en dernière position en Formule 1. Est-ce qu'on n'est pas sur des occasions un peu manquées chez Ferrari, quand même, encore une fois, ce week-end ça avait l'air d'être un petit peu le thème de ce que disait le Vasseur. C'est des occasions manquées. J'ai du mal à comprendre la fin de course de Leclerc, honnêtement. Antonelli est pénalisé de 5 secondes, Ferrari le sait. J'imagine que Ferrari l'a dit à son pilote quand même, ce serait le minimum, de rester dans cet intervalle de 5 secondes. Ouais. Comment Antonelli, avec des gommes qui ont fait quasiment tout le Grand Prix, puisqu'il les a chaussés au 2e tour, donc 48 tours dessus, comment il arrive à mettre 5 secondes 2 à Leclerc Je comprends pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que Leclerc était pas au courant? Est-ce que Leclerc n'avait juste pas de rythme? S'il avait pas de rythme, au final, c'est pas une occasion manquée. Et je pense qu'il avait pas de rythme, honnêtement. Ouais, donc ils ont maximisé. Ils ont maximisé ce qu'ils pouvaient faire. Et au final, cette Ferrari, elle valait pas mieux que ça, à mon avis. Et même Hamilton fait une belle remontée. Mais la remontée d'Hamilton, en fait, elle se fait surtout au départ. Parce qu'il part dernier, mais au départ, il y a des accrochages dans tous les sens. Oui, et il se retrouve factuellement, il prend 3 ou 4 places à la régulière, quoi. Mais sinon, en fait, c'est ça. Je crois qu'il doit être 13e à la fin du premier tour. Il termine 10e. Avant disqualification. Bon, il a pris 3 places.
Est-ce qu'il avait le rythme pour faire mieux? Et surtout, est-ce que sa voiture avait le rythme pour faire mieux? Honnêtement, je pense pas. Donc je dirais pas occasion manquée, moi je dirais que c'est plutôt un témoin de la saison de Ferrari, qui est très sinusoïdale, qui est difficile. Et là, ils ont enterré leur dernière chance de finir deuxième des constructeurs. Ils ont 53 points de retard sur Mercedes. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et Mercedes, à l'inverse, c'est carton plein. Je rejoins Cyprien, et pour moi, l'analyse à faire de ce week-end, elle a été faite en fait par Charles Leclerc. Ils ont évidemment tout perdu en qualification. Charles Leclerc qui est 9e, et donc Lewis Hamilton, tu l'as dit, qui est dernier des qualifications. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 2009 qu'un pilote Ferrari arrive dernier en qualification. Je pense que Charles Leclerc a très bien résumé la situation. Ça fait 7 ans qu'il est chez Ferrari, ça fait 7 ans que sous la pluie, la Ferrari n'est pas efficace. Voilà. Et lui, il le dit. Dans les catégories de promotion, il était très bon dans ces conditions-là, il était à l'aise sous la pluie, et depuis qu'il est en Formule 1, depuis qu'il est chez Ferrari, il l'a martelé. C'est le problème, cette voiture n'arrive pas à performer sous l'eau. On l'a vu notamment à Silverstone, où Lewis Hamilton, en termes de rythme pur, par exemple, avait de quoi faire, mais on l'a vu qu'il était en difficulté avec sa voiture pendant toute la course. Leclerc qui avait tiré tout droit à Macots-Beckett-Chapelle. C'est ce que j'allais dire, c'était encore pire. Et donc à la fin, il l'a dit après les qualifs, mais il l'a aussi dit après la course en disant maintenant, c'est ma priorité en termes de travail, c'est de faire en sorte que cette voiture s'améliore sous la pluie, parce que ça n'est pas possible. Il y a une petite phrase qui m'a étonné, enfin qui m'a fait tiquer dans ce qu'il a dit. Il a dit mais Carlos et Lewis, quand ils sont arrivés chez Ferrari, ils étaient choqués de voir comment la voiture se comporte sous la pluie. Il dit ils font les mêmes commentaires. Et donc quelque part ça les défend aussi, parce que c'est une manière aussi de dire ça vient pas des pilotes, et d'autre part ça incite un petit peu Ferrari à travailler sur le sujet. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur ce Grand Prix de Las Vegas. Vous pouvez évidemment consulter dès 20h ce soir en version numérique Auto Hebdo, bien sûr, le magazine de la semaine avec un long retour sur ce Grand Prix de Las Vegas, pareil sur le site internet autohebdo.fr. Mais on va maintenant parler de F1 Academy, car c'était la finale à Las Vegas. Et pour la F1 Academy, je vais me tourner vers Mathieu, mais cette fois-ci, Mathieu, je ne vais pas te demander ce qui s'est passé, puisque, on le sait tous évidemment, Dorian Pain est devenue championne de F1 Academy ce week-end, mais je vais tout simplement te proposer de discuter avec Dorian tout de suite. Effectivement, Dorian qui nous accorde un petit peu de son temps après ce titre. La première question que j'aimerais donc te poser, Dorian, c'est quelles émotions prédominent après ce titre en F1 Academy? C'est encore beaucoup d'émotions, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. C'est vraiment un bel accomplissement après tant de travail et tant de sacrifices aussi. Ces 2 dernières années, on a fait beaucoup de boulot et je suis très contente de l'avoir tourné en ce titre-là et surtout à Las Vegas, qui a été très positif pour nous du début jusqu'à la fin. Donc je pense qu'on le mérite et ça fait du bien de l'avoir fait. Avec le décalage horaire, donc la victoire effectivement à Vegas, elle était le samedi. Qu'est-ce que tu as ressenti le dimanche? Quelle était ta première pensée le dimanche matin après cette victoire? Je réalise toujours pas, mais je réalise quand je reçois plein de messages de tout le monde qui m'a soutenu depuis le début de ma carrière. C'est beau d'accomplir tout ça ensemble et comme je disais, on le vit pas tous les jours, donc c'est bien de rester un peu sur le nuage aussi. Si on revient un peu plus spécifiquement sur ce week-end à Vegas, tu gagnes finalement la course qui est la plus difficile des deux, la course 1 qui se passe sous la pluie. Est-ce que c'était pas ça finalement les clés de cette victoire, à savoir le fait d'être patiente et intelligente en piste? On a clairement fait la différence, oui, dans ce dernier week-end à Las Vegas. Surtout, on est arrivé, on était très très près. On a préparé ce week-end pendant plus d'1 mois. On a eu beaucoup d'infos de Mercedes aussi pour préparer. Moi, j'ai parlé avec Georges aussi au début du week-end. Et puis, dès qu'on a mis la voiture sur la piste en FP, on a été performant. Donc, je dirais, ce qui a fait la différence aussi, c'est au niveau mental, c'est au niveau de l'approche. On a toujours été calme tout le week-end, très contrôlé, très intelligent en termes de course. Et la course, la reverse grid, oui, c'était la plus dure de la saison, de mes dernières années en sport auto, clairement. C'était une course complètement folle où il pleuvait sur la grille. On était en setups full sec, donc on devait s'adapter dès le début.
tout de suite et être dans le rythme dès le début pour pas être un peu en dessous et être en réserve. Et en fait, on a été agressif quand il fallait et en termes de course, on était perpo et intelligent aussi. Donc, surtout qu'on a marqué tous les points possibles, on a gagné, on a fait le meilleur tour en course et Maya, avec qui on battait pour le championnat, a scoré 0 point. Donc, on a fait vraiment la différence ce jour-là. Ouais. C'est paradoxal parce que finalement tu marques moins de points que l'an passé, tu ne réalises pas de pole position cette saison malgré le fait que tu sois titré. Est-ce que le niveau s'est resserré sur la grille cette année ? La reverse grid a vraiment donné ce côté spicy, ce côté intense tout au long de la saison parce que forcément on marque moins de points, donc c'est plus serré au championnat. Et puis c'est aussi un exercice complètement nouveau où quand tu te bats pour un titre, faut être opportuniste, mais aussi penser au championnat. Donc c'était un drôle d'exercice aussi, et je pense que on en a gagné 2 au reverse grid de course. Donc positif aussi, ça veut dire que voilà, on a fait du bon boulot en termes de préparation de course. On a fait beaucoup de visu aussi, de dépassement, de tout ça. Donc ça a clairement fait la différence. Et puis c'était quand même tight, oui, parce que Maya a pas mal d'expérience et que voilà, c'est aussi une pilote talentueuse et on s'est, je pense, poussé l'un ensemble à toujours être meilleur, à toujours à vouloir chercher ses limites et voilà, donc c'est encore plus plaisant de gagner un championnat comme ça, vraiment à la dernière course du dernier round du championnat. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est la suite, notamment ce que tu feras l'année prochaine. Cette année, tu as fait quelques piges en FRECA. Est-ce que peut-être qu'une saison complète de FREC fait partie des idées pour 2026 ? Le fait peut-être d'être aussi mieux préparé pourrait peut-être t'aider à mieux performer ? Alors oui, c'était clairement pas facile de switcher entre 2 voitures, hein, parce que c'est pas les mêmes voitures, la F4 et la FRECA. Ça a des freins différents, châssis différents, moteurs différents, donc il y a beaucoup de choses et paramètres à prendre en compte, mais oui, clairement, maintenant, on a fini ce chapitre en F1 Academy, on a gagné le championnat, tout a été coché et rempli, donc le job est fait, et puis après, on va voir la suite. On finit tard la saison, enfin mi-novembre, donc les décisions sont importantes maintenant, donc les prochaines semaines vont être intenses, mais pour l'instant, il y a plusieurs options et on va prendre les meilleures décisions, j'espère, pour avoir une carrière longue et avoir du succès. Merci beaucoup Mathieu, merci à Dorian Pain évidemment elle, qui nous a accordé quelques moments et quelques instants après avoir remporté ce titre en F1 Academy. La question hebdo, alors j'ai l'impression qu'on vous l'a déjà posée plein de fois, mais elle s'affine de plus en plus cette question hebdo, elle est très très simple. Cette semaine, vous pouvez répondre dès 20h sur autohebdo.fr. Qui va être en lutte et en lice pour le titre mondial de Formule 1 à Abu Dhabi, dernière manche de la saison. Donc vous avez 4 choix, c'est très simple. Ou Lando Norris tout seul, ce qui veut dire qu'il sera donc champion du monde au Qatar ce week-end, ou Lando Norris et Oscar Piastri et 2 pilotes McLaren, ou Lando Norris et Max Verstappen, les Piastri seraient donc éliminés, ou alors, écoutez, je vous fais un petit paquet de cadeaux avec les 3, directement, et un peu plus, je vous le mets quand même, et on aurait une lutte à 3 pour le titre mondial. Cyprien, je vais donc te la poser en premier, cette question, là au moins c'est bien, il n'y a pas trop de débat en amont, elle est simple. Qui sera en lice à Abu Dhabi ? J'adorerais dire les 3 pour que ce soit génial, mais je vais plutôt dire Norris et Verstappen. C'est terrible, mais pourquoi donc Piastri serait éliminé après ce Grand Prix ? Bon, parce que c'est dans la lignée de ses dernières performances. Je pense que Piastri va perdre plus de 2 points. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Norris va prendre sur l'ensemble du week-end, puisqu'il y a un sprint, c'est important de le rappeler, donc 33 points à distribuer pour celui qui gagnerait les 2 courses. Je pense que Norris va réussir sur l'ensemble à reprendre 2 points à Piastri. Sauf accident, etc. Il a un meilleur rythme. Attention, parce que Piastri est très fort au Qatar, il avait gagné sa première course sprint là-bas en 2023, mais celui qui est vraiment très bon au Qatar surtout, c'est Max Verstappen. Et donc moi, mon prono du week-end, c'est une victoire de Verstappen devant Norris.
Donc, globalement, on aurait Verstappen qui reviendrait sans compter le sprint, où là, c'est peut-être plus un micmac, Verstappen reviendrait au moins à 17 points de Norris avant Abu Dhabi. Donc, c'est ce que je vois, et je vois Piastri, et malheureusement, je lui souhaite de me faire mentir, parce que j'adorerais qu'on ait 3 pilotes. Ça fait, je sais pas quand c'est la dernière fois qu'on a eu 3 pilotes. En 2010, on a eu 3 pilotes. Oui, mais c'est la dernière fois. Je pense, parce que 2011 c'était réglé, 2012 c'était 2, 2013 c'était réglé. Et puis toute l'époque Mercedes, c'était réglé. Donc c'est 2010, donc t'imagines, ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu 3 pilotes en lutte pour le titre à la dernière manche, donc ce serait top, mais malheureusement, Oscar Piastri, je pense que dans sa tête, il a déjà fait le deuil de ses ambitions, et à l'inverse, je pense que Max Verstappen vient de reprendre encore un peu plus d'appétit, et que là, il a qu'une envie, c'est de dévorer Lando Norris. Donc, je pense que ce sera au Qatar qui va le dévorer, et puis il va se replacer un peu plus proche. Mathieu. Si je suis honnête et qu'on est un petit peu réaliste, on peut pas, à mon avis, inclure Piastri dans cette lutte pour le titre avant Abu Dhabi. J'aurais tendance, par contre, à mettre une pièce sur le fait que je pense de manière très réaliste que ce sera Verstappen et Norris qui seront en lutte pour répondre à la question. Maintenant, je pense que c'est pas impossible que Norris soit titré dès le Qatar. Parce que contrairement à ce que tu dis, je vois bien un Lando Norris apprendre de cette erreur-là qu'il a fait là. Il reste quand même sur une très bonne période, si je puis dire, en termes de résultats purs. Et je le verrais bien gagner. Pourquoi pas éventuellement avoir un Verstappen dominant en sprint, ça oui. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'un Lando Norris qui se révèle et qui repart un petit peu sur ses bases, qui se dit ok, bon là j'ai fait un petit peu n'importe quoi à Vegas sur le départ, mais par contre il reste dans ses rails. Il a fait encore la pole à Vegas, donc ça m'étonnerait pas qu'il la refasse à nouveau. Je pense qu'il y a vraiment une chance pour qu'il soit titré dès la semaine prochaine et que malheureusement pour le suspense, on n'est peut-être pas de lutte pour Abu Dhabi. En fait, moi j'aurais tendance à te rejoindre parce que finalement, si on fait les comptes assez rapidement, Norris, pour être champion du monde, s'il gagne le Grand Prix du Qatar, c'est réglé. Et c'est ça. Oui. Sauf s'il abandonne en sprint, que Verstappen gagne le sprint, bon, voilà, ça devient des micmacs très très peu probables, mais globalement, s'il gagne le Grand Prix du dimanche, 99% de chances qu'il soit titré. Dans une situation normale, j'aurais dit, ben voilà, il va aller avec un point d'exclamation, remporter son premier titre mondial. Maintenant, vu ce qui vient de se passer ce week-end et vu le coup de bourre dans lequel est actuellement Max Verstappen, je sens que ça va pas se passer comme ça. Et j'aurais tendance à vous rejoindre quand même sur Piastri. Alors, Oscar Piastri, c'est un week-end qui est vraiment crucial. Premièrement, parce qu'il veut rester en lutte pour le titre, évidemment. Deuxièmement, parce que le Qatar, c'est enfin un circuit qui va lui convenir. Il est très à l'aise sur ses pistes avec beaucoup de grip, des virages très rapides où il faut emmener beaucoup de vitesse. Donc, ça va être aussi le véritable indicateur de est-ce qu'il va un peu mieux. Parce que c'est vrai que depuis qu'il ne va pas très bien, c'était en Azerbaïdjan, c'était quasiment que des circuits assez particuliers. Donc, à chaque fois, on pouvait dire oui, mais... Si là, par contre, il est vraiment en retrait par rapport à Lando Norris, là, on pourra dire... Oui, là, ce sera fini. Voilà, ok, il a été en retrait sur la deuxième partie de saison, c'est mentalement, la voiture qui a mal évolué, ça, bon, il peut après trouver les raisons. Donc là, c'est pour ça que ça va être très important pour lui. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il pourrait réussir à se garder une chance de titre quand même, parce que peut-être qu'il va faire un gros week-end et s'imposer, ce qui lui permettrait d'être toujours titrable. Donc, il y a peut-être ce moyen d'avoir les trois en lutte. Je ne le cache pas. Bah déjà, mathématiquement, il y a moyen. Donc partant de là, bien sûr. Oui, mais je pense que... La vraie question, c'est est-ce que tu y crois, Michael ? Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, s'il y a une piste sur laquelle il doit performer, c'est celle-ci et pas une autre. Il fait 3e l'année dernière, alors que déjà, il termine pas très bien la saison. Comme tu dis, il gagne en 2023. Donc, voilà. Moi, ce que tu me demandes, Cyprien, c'est est-ce que j'y crois ? Moi, je vais vous dire ce à quoi je crois très précisément là aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, quand vous reprenez toutes les émissions depuis le début, on a changé 17 fois d'avis. Oui, mais ça vous dire à quel point cette deuxième partie de saison est géniale. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que Norris et Verstappen seront en lutte pour le titre à Abu Dhabi et que c'est Verstappen qui sera champion du monde. Ah ouais. Ça aujourd'hui, moi je suis prêt à le parier. On en ça, parlait. C'est un beau positionnement. On en parlait dans le week-end. Ça, c'est un beau positionnement. Une idée, voilà. Je vais même faire quelque chose de visuel. Donc désolé pour ceux qui nous suivent en podcast, mais voilà, moi je vais simplement prendre ce correcteur auto-hebdo et vous faire la comparaison que à 2 courses de la fin du championnat, à 2 grands prix de la fin du championnat, Kimi Räikkönen avait l'équivalent de 42 points et demi de retard sur les 2 pilotes McLaren, tiens donc, et il est devenu champion du monde. Alors, il a fallu une espèce de catastrophe les planètes absolue se sont alignées pour Lewis Hamilton. Bon, effectivement, donc là, il faudrait aussi l'idée d'une catastrophe absolue pour que Verstappen soit champion. Alors, les 2 McLaren viennent de se faire disqualifier quand même. Oui, non, mais donc, on n'aura pas ça tous les week-ends. Mais en fait, moi, Michael, je pense que tu parles avec le cœur, parce que je sais que tu adores Verstappen, enfin, tu adores la saison de Verstappen. Oui, voilà. Et non, je sais que tu adores. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que le meilleur pilote de l'année, c'est Max Verstappen, de très loin. Évidemment. Franchement. Il fait une saison qui est exceptionnelle et
sur le mérite sportif avec une voiture moins bonne, on aimerait tous qu'il soit titré parce que c'est le plus méritant finalement. Mais la réalité des choses est que je ne vois pas Verstappen remonter 24 points Lando Norris pour la simple et bonne raison que la McLaren reste une des meilleures voitures, si ce n'est la meilleure chaque week-end. Donc en fait, même si Verstappen gagne, imaginons que Verstappen gagne le sprint, le Grand Prix du Qatar et le Grand Prix d'Abu Dhabi. Il reprend du coup 15 points à Lando Norris si Norris fait deuxième à chaque fois. Il lui en faut 9. Il fera pas deuxième à chaque fois. Oui, mais s'il fait 3 ou 4 une fois ou deux, bah, il sera quand même devant pour 1 ou 2 points peut-être. Pour ajouter un petit ça va peu, être très dur pour Verstappen. Pour ajouter quand même un peu d'eau à ton moulin, même si moi je considère que Lando Norris va malgré tout gagner. On rappelle, je sais pas si on en a déjà parlé dans cette émission, mais en tout cas, Zak Brown qui a bien répété qu'il préférait revivre 2007 plutôt que de choisir entre les deux, même si Piastri ça devenait être fini. Donc, parce que le problème c'est que là on a eu... C'est assez incroyable je trouve comme déclaration. On a eu ce coup de tonnerre McLaren. On n'a pas encore eu les deux encore véritablement. Alors, avec un peu de chance, Piastri sera encore un peu en dedans au Qatar, mais là, imagine, le Qatar, Piastri retrouve le feu sacré soudainement, et il revient au niveau de Norris. On n'est pas à l'abri que ça se finisse mal. Hein. C'est hyper paradoxal de dire que la meilleure chance de Verstappen, ce serait que Piastri soit bon ce week-end. C'est ça où cette saison est fascinante, je trouve, et elle est fabuleuse, parce que on est... Évidemment, là... Ce scénario que je vais évoquer a 0,2% de chance d'arriver. Mais il existe un monde, très clairement, où c'est Verstappen qui arrive en tête à Abu Dhabi. Hein. Oui, bah, si les deux s'accrochent, si les deux McLaren s'accrochent... C'est possible. Et là... si c'est ça, il n'y a aucune chance. Si c'est ça, je vous garantis, vous allez au casino, vous mettez... parce que je vous assure que la Red Bull, elle fera 12 mètres de large. Personne ne pourra les dépasser. Et puis, de toute façon, je vous assure que les deux, dans leur voiture papa, ils vont être décomposés en voyant Claude qui est en tête du championnat. Donc c'est là où c'est un peu ce que je leur reproche depuis le début de l'année, c'est qu'ils manquent de caractère et ils ont du mal à s'affirmer. On a vraiment envie de savoir ce que vous en pensez sur todo.fr dans les commentaires, mais il y aura quelque chose. Et c'est quand même terrible de se dire qu'aujourd'hui, à l'instant où on vous parle, il y a quand même plus de chances, selon nous, que le titre se joue entre une McLaren et une Red Bull, les deux McLaren, ou que le titre soit déjà réglé. Allez, on va parler un petit peu d'endurance désormais, parce qu'il y a eu quelques news du côté notamment de chez Genesis. Effectivement, Genesis a terminé son line-up pour la saison 2026 du championnat du monde d'endurance, la marque du groupe Hyundai qui va donc arriver en endurance avec la GMR 001, et on retrouvera donc Mathieu Jaminet, transfuge de chez Porsche, et Paul-Loup Chatin, transfuge de chez Alpine, et je vous propose tout simplement pour l'émission d'écouter Paul-Loup Chatin qui s'exprimait au micro de Valentin Glo. Ouais, c'est un super sentiment. Je pense qu'on l'a vu de par leur recrutement, que ce soit côté dans le stand ou au niveau des pilotes, il y a beaucoup d'expérience. Il y a une vraie volonté de bien faire les choses. On est tous conscients du challenge que c'est un gros challenge, il y a tout à construire. Mais je pense que on est tous assez optimistes dans le sens où on va tous pousser pour aller dans le même sens en étant patients, mais conscient des objectifs quand même qu'on souhaitera atteindre. Ça va mettre un petit peu de temps, sans doute. On sait que le niveau de la compétition est très élevé de par les teams qu'il y a en face de nous avec beaucoup d'expérience, le nombre de constructeurs engagés, mais je pense qu'on a tout pour réussir et j'ai hâte de pouvoir monter dans la voiture. Normalement, je monterai dans la voiture début 2026. Donc j'ai encore un petit peu d'attente, mais j'ai entièrement confiance aux 6 autres pilotes, que ce soit Pipo, André, qui sont là depuis le début, Dany et Mathis qui sont arrivés quand même assez rapidement derrière dans le développement, Mathieu évidemment avec toute son expérience aussi de Porsche qui vient de rejoindre l'aventure, et puis sans oublier bien évidemment Jamie qui fait aussi un super travail tant de réserve, mais surtout aussi avec toutes ces qualités de pilote. Donc voilà, j'ai entièrement confiance en eux, entièrement confiance aux ingénieurs, et je suis assez convaincu que quand je monterai dans la voiture, il y aura encore plein de choses évidemment à travailler, mais qu'il y aura une base qui sera solide. Merci beaucoup à Paul Louchota, merci à Valentin aussi qui s'est occupé de l'interview, et vous retrouverez ça évidemment dans le magazine de la semaine d'Auto Hebdo. Et avant de parler MotoGP dans quelques instants avec Luca Bartolomeo, un grand coup de chapeau à Ayumu Iwasa, champion de Super Formula face à Sho Tsuboi, qui était champion en titre quand même, donc bravo au pilote japonais qui faisait partie de la filière Red Bull. A-t-il encore un petit avenir en F1 ? Bon, ça devient de plus en plus bouché, mais peut-être que ce titre va l'aider. On va retrouver Lucas désormais pour parler MotoGP. Et le voici, notre ami Lucas, comment ça va ?
Eh bien, ça va. Il fait un petit peu plus froid qu'à Valence ici, mais je m'adapte. C'est pas vrai. Tout de suite, t'as vu. Voilà, alors que tout le week-end, on vous a dit oh mais il fait trop froid, les pneus, nanani, et maintenant monsieur nous dit que c'était le soleil et la chaleur. Mais à Valence, il y avait donc le mardi d'essai. Alors bon, c'était plutôt une après-midi, clairement après les soucis qu'il y a eu. Mais qu'est-ce qu'on a pu retenir rapidement, Lucas, de ce qui s'est passé dans cette journée d'essai, cette première journée de 2026 Effectivement, il a plu tout le lundi soir, donc la piste était encore humide le mardi matin. C'était eh bien tout simplement impossible de tester, ou en tout cas les données récoltées n'auraient pas servi à grand chose. Mais ce qu'on peut retenir de ce test, eh bien, c'est avant tout le déclic peut-être pour Pecco Bagnaia qui s'est senti très à l'aise au guidon de ce que devrait être la GP26. Il a parlé notamment de meilleures sensations au niveau du freinage, c'est ce qu'il avait handicapé toute l'année avec la GP25, et c'est donc un premier point positif pour l'Italien qui a désormais hâte du test de Sepang qui sera la prochaine échéance, le prochain test officiel pour les pilotes de MotoGP, et donc c'est de bon augure pour Pecco Bagnaia. Il y avait aussi ensuite les débuts de Toprak Razgatlıoğlu. On va devoir le prononcer pas mal dans l'émission. Chapeau l'artiste, mais c'est un travail, voilà, vous en faites pas. Ça fait 10 minutes que je m'entraîne derrière la porte. Malheureusement, Toprak, il a pas pu, on va l'appeler Toprak, il a pas pu parler de son test. Il est toujours sous contrat avec BMW. Je sais pas si je peux dire BMW pour nos amis belges. Bien sûr qu'on salue, évidemment. Mais Gino Borsoy, le team manager de Pramac, qui sera son écurie l'année prochaine, l'a fait pour lui. Et il a dit tout simplement qu'il avait été très impressionné par la capacité d'adaptation du double champion du monde en titre de Superbike. On sait souvent la difficulté résident dans les freinages, dans le passage du Superbike au MotoGP, et Toprak qui était directement là où il devrait être. Et donc il a beaucoup impressionné chez Pramac. Gino Borsoy qui disait aussi c'est marrant parce que nos cultures sont très différentes, mais j'ai eu l'impression de retrouver un vieil ami. Donc l'intégration de Razgatlıoğlu chez Pramac, voilà, ça commence bien. Ensuite, on a vu beaucoup de nouveautés du côté d'Aprilia, notamment au niveau de l'aérodynamique. Marco Bezzecchi qui se satisfaisait de faire le même temps qu'avec son ancienne moto, ce qui est plutôt pas mal après 40-50 tours, puisque évidemment il ne connaît pas aussi bien la RSGP 26 que la 25. Pedro Acosta qui était également satisfait des progrès de KTM, qui disait que la machine était plus complète, on le sait. Aprilia et KTM qui se sont beaucoup rapprochés du Ducati en cette fin de saison, et le développement pour la saison 2026 qui va être crucial pour les deux constructeurs. Donc c'est bien de voir qu'il y a du positif aussi chez Aprilia et KTM pour la bagarre pour le titre l'an prochain. Et puis ensuite, du côté des Français... Oula J'ai très peur de ce que tu vas me dire, Lucas. J'espère que ça va être des bonnes nouvelles. Eh bien, en tout cas, on n'a pas vu Fabio Quartararo dire du négatif du V4. C'est plutôt différent de son retour, celui qu'il avait fait après Misano, qui avait été la première sortie officielle des pilotes Yamaha avec le V4, que Yamaha utilisera en Grand Prix l'an prochain. Fabio Quartararo, bien qu'il sait que la moto n'est pas encore au niveau où il attend qu'elle soit, mais il l'a déjà dit, il attend Sepang pour rendre son verdict quant à son avenir chez Yamaha. Donc pour le moment, c'est plutôt statu quo. Il a testé pas mal de choses. Il doit encore prendre de l'expérience au guidon de cette moto, et il n'a pas envie de se montrer trop médisant par rapport à cette moto avant le développement qui va se dérouler pendant l'hiver. Et puis du côté de Johan Zarco, c'est à peu près pareil. En fait, Honda a tellement développé la moto en fin de saison qu'ils n'ont pas apporté beaucoup d'évolution au test de Valence. C'était plutôt une confirmation de ce qui avait déjà été apporté. Ils n'ont pas réussi à amener beaucoup de nouvelles pièces, et donc Johan Zarco, qui a utilisé la moto avec laquelle avait roulé Aleix Espargaro pendant le Grand Prix, il était engagé en tant que wildcard, et qui a confirmé de bonnes sensations au guidon de la Honda, qui est plutôt optimiste pour l'avenir et qui est parvenu à régler quelques-uns de ses problèmes, et qui donc... se dit aussi que la saison 2026 pourrait très bien se dérouler pour lui. Et on rassure, tout le monde, il avait la Honda d'Aleix Espargaro pendant le week-end. Il n'avait pas celle du Grand Prix, parce que il n'avait pas celle où Franco Morbidelli lui est tombé dessus avant le départ du Grand Prix. On rappelle d'ailleurs que Morbidelli n'était pas là, puisqu'il s'est blessé dans le tour de formation. Merci beaucoup, Lucas, pour ce petit point MotoGP. Et puis on va terminer cette émission avec les enjeux du week-end. Et les enjeux du week-end, donc, on a déjà parlé évidemment de la lutte pour le titre mondial en Formule 1 dans la question hebdo. On va s'intéresser précisément à ce qui va se passer ce week-end au Qatar et puis en Arabie Saoudite avec le WRC. Au Qatar, en fait, il y aura 2 arrêts obligatoires pendant le Grand Prix, puisque les pilotes ne pourront pas faire plus de 25 tours avec chaque train de pneumatiques. Cyprien, qu'est-ce que ça peut changer sur les stratégies peut-être de ce Grand Prix ? Ça va changer pas mal de choses. Ça va changer qu'on va avoir plus d'arrêts au stand. Ça va nous rappeler le Grand Prix du Qatar d'il y a 2 ans. Où pareil, il y avait une limite qui était encore plus basse, il me semble que ça devait être 17 tours, je crois. Parce que les pneus explosaient à cause des vibreurs. Voilà, parce que les vibreurs du Qatar sont très agressifs, très pointus, et du coup il y avait des risques de crevaison. Ça avait été une course très intense pour les pilotes, du coup, parce que quand vous pouvez faire 17 tours sur un train de pneus,
ou 25. C'est les tours qualifs, quoi. C'est des tours qualifs, voilà. Donc je pense qu'on va revivre un scénario similaire. Il faut se souvenir que ça avait été très éprouvant pour les pilotes. Ça avait été certainement le Grand Prix le plus dur que la plupart ont jamais disputé en Formule 1. Pire que Singapour notamment. On se souvient de Logan Sargent qui avait dû abandonner tellement ça avait été difficile. Moi j'ai un peu peur qu'on se redirige là-dessus. Donc cette année c'est pas les vibreurs qui sont mis en cause, c'est les forces latérales exercées sur les pneus qui font pareil que les gommes pourraient ne pas tenir plus de 25 tours. Je pense aussi que c'est une bonne excuse pour que la F1 puisse tester une proposition qui est à l'état de discussion aujourd'hui, à l'état de projet, c'est-à-dire d'obliger les équipes à faire minimum 2 arrêts sur tous les Grands Prix dès 2026. Ça a été discuté lors de la dernière commission F1. Pour le moment, c'est pas accepté, mais il a quand même été précisé que les discussions allaient continuer dans ce sens, donc on n'est pas à l'abri que ce soit la nouvelle norme dès 2027 pour éviter les courses à un seul arrêt, qui en effet souvent peuvent être assez ennuyeuses parce que les stratégies sont souvent les mêmes, les pilotes partent tous avec les mêmes trains, ils font médium dur ou dur médium et puis c'est terminé. Donc je pense que c'est un premier test, il y avait eu Monaco, mais là sur un vrai circuit où on peut dépasser. Donc je pense que ça peut chambouler la hiérarchie, il va falloir voir qui a la meilleure stratégie, ça va vraiment jouer, puisque en effet avec cette histoire de 25 tours, j'ose espérer que tout le monde ne suivra pas le même plan non plus. Peut-être qu'il y en a qui vont tenter de faire, 10 tours avec des softs, mais par contre 10 tours d'attaque, avant de passer des médiums pour 15 tours et puis des durs pour 25. Voilà, et peut-être que d'autres feront l'inverse, le choix inverse. Donc je pense que ça peut créer un peu d'incertitude, ça peut un peu rendre une course difficile à lire, donc on espère que ça favorisera le spectacle. Attention à ce que les voitures qui n'aient pas plus de rythme que les autres finalement deviennent naturellement les voitures à chasser, les voitures leaders finalement, et que quelque part les plus petites équipes n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. C'est un peu ce que je crains, mais évidemment je ne l'espère pas. On verra ce que ça donnera effectivement. Et ce week-end, la finale du championnat du monde des rallyes. Attention, puisque nous serons en Arabie Saoudite, ce sont des horaires un petit peu différents. Ce sera jeudi, vendredi, samedi qu'aura lieu ce dernier rallye de la saison. Première fois que le WRC se rend en Arabie Saoudite. David Evans, Sébastien Ogier, Calais, Rovanperä, l'un de ces 3 pilotes Toyota sera champion du monde ce week-end. Mais qui ? On rappelle qu'il y a 3 points d'écart entre Ogier et Evans à l'avantage du Gallois, et 24 points derrière pour Rovanperä. On en avait un petit peu parlé lors d'une précédente question hebdo. Le paradoxe absolu, c'est que Sébastien Ogier est deuxième, mais pour autant il est favori à mon avis dans le cœur de beaucoup, dans l'esprit aussi de beaucoup, parce que même si on fait marcher la raison, il faut dire qu'effectivement c'est le plus en forme. Le véritable enjeu, si on se limite à ce rallye-là, c'est que Elfyn Evans, en tant que leader du championnat, va ouvrir la route. Et évidemment, vu la terre en Arabie Saoudite, et bien évidemment, Sébastien Ogier qui a un immense avantage, en tout cas sur la première journée. Donc on peut s'attendre à ce que le Français soit potentiellement en tête de la première journée et ensuite récolte les lauriers de cet avantage. Ouais, il faut espérer qu'il arrive à creuser l'écart. Après, il y a Rovanperä aussi, mais Rovanperä, tu l'as dit, Michael, est à 24 points. Je pense que, sauf incident pour les deux leaders, Rovanperä aura du mal à être champion du monde. Oui, clairement. Mais je suis assez d'accord avec Mathieu sur le fait qu'Ogier est pour moi le grand favori. Evans est bon, régulier, mais a du mal quand même à vraiment se transcender et à briller, je trouve, dans les moments qui comptent. Il a gagné peu de rallyes finalement cette année, surtout en deuxième partie de saison. Donc Ogier, grand favori, et il faut quand même le dire, s'il y arrive à gagner ce 9e titre, déjà ça fait de lui le recordman à égalité avec Sébastien Loeb, et en plus il l'aura fait en ayant disputé un programme partiel. Il me semble qu'il a manqué 3 rallyes cette année. C'est dire l'avance avec laquelle il aurait certainement gagné ce championnat sans ça. C'est ça, c'est quand même très fort. Et on rappelle qu'il refera aussi un programme partiel l'an prochain. Donc s'il est champion du monde cette année, il va se dire, bon écoutez, moi j'aborde l'an prochain avec une volonté, c'est d'être champion. C'est quand même assez fou quand on fait pas la saison complète. C'est complètement fou. Et puis je voulais quand même dire un petit mot aussi pour rester sur l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a un invité de marque ce week-end. Il y a Nasser Al-Attiyah qui revient en WRC, donc qui fait une petite pige avec M-Sport. Le vice-champion du monde des rallye-raid, on le rappelle. Le champion du monde déclassé, du coup vice-champion du monde, mais quand même quintuple vainqueur du Dakar, médaillé olympique en tir. Exactement. Donc le multitâche qui revient en WRC, il avait déjà roulé avec M-Sport il y a plus de 10 ans maintenant, je crois que c'était en 2013 sa dernière pige avec M-Sport. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce qu'il peut donner, ce qu'il fera mieux que Jordan Serderidis. Ça, on le verra sans doute. On le verra ce week-end. On verra ce que ça va donner. On salue aussi Yazid El-Raji, qui est le vainqueur du Dakar en titre, et qui lui viendra en qualité d'ouvreur sur ce rallye d'Arabie Saoudite. Donc vraiment, voilà, ce sera la grande fête du sport auto au Moyen-Orient ce week-end. Avant le Dakar, on verra ça. Exactement, avant le Dakar, à partir du 3 janvier prochain en Arabie Saoudite. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle évidemment, avant de se quitter, que Auto Hebdo est disponible dès 20h en version numérique si vous voulez dévorer le magazine. Sinon, si vous voulez réellement le dévorer, eh bien, il sera disponible en
kiosque mercredi. On ne vous le conseille quand même pas, hein, on préfère que vous le lisiez. Nous, c'est plus intéressant, c'est plus sympa pour nous. Donc voilà, tout est évidemment, comme d'habitude, lundi soir en version numérique, le mercredi en version papier. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour l'émission. Merci beaucoup Cyprien, merci beaucoup Mathieu. À la prochaine. Salut Mathieu.